Ici, les lieux s'agglutinent. Le regard balaie. Île au massacre, île brûlée, cap enragé. Les îles sont figées dans leur durée. Plus loin, les sanctuaires d'oiseaux, le duvet, les mousses, la déclivité perturbante des falaises. Puis Baie-des-Roses, Pic-Champlain, Saint-Fabien, Saint-Simon. Maintenant, les hangars, la tôle, les maisons, les églises, les tourbières odorantes, les cantines et les cours à ferraille, le cours normal des lieux. Maintenant, les bandes de verdure, nuances indiscernables, la vitesse noie tout, ça défile, la mémoire ne cerne rien, l'œil capte, sélectionne, efface. Maintenant, c'est écrit Kakuna, c'est écrit Kamouraska, il y a les fumoirs, les cages à anguilles, les clôtures, les pieux, les filets. Maintenant encore le fleuve, les oies, les grappes compactes, les remuements blancs. Au loin, une enseigne pointe aux orignaux. Au nord, le fleuve étale et aussi le bois brûlé et les camions bennes et d'autres églises et d'autres villages. C'est écrit village des belles amours, c'est écrit Lance Agile, puis des aires de repos, des motels, des stations-service, des Tim Hortons, des parkings. Succession prévisible de moments pâles. Vous venez d'entendre Marie-Hélène Voyer. Elle nous lisait un extrait de Expo Habitat, son magnifique recueil de poésie paru à la Peuplade en 2018. Marie-Hélène est née au Bic, mais elle habite Rimouski. Elle enseigne la littérature au cégep de Rimouski. C'est une formidable poète et elle a aussi écrit un essai qui paraîtra cet automne chez Luxe sur, disons, le sort qu'on fait au patrimoine bâti au Québec. Je suis très contente de la recevoir aujourd'hui. Je vous parle de la Maison d'Ariane à Métis-sur-Mer, en Gaspésie. Je m'appelle Juliana Léveillé-Trudel, je suis écrivaine et je suis en résidence ici pour un mois. Et je travaille sur une pièce de théâtre qui s'intéresse justement à la démolition de nos édifices patrimoniaux au Québec. Donc, Marie-Hélène est une inspiration, un peu un guide dans mon travail, je dirais. Je me suis beaucoup sentie interpellée par son recueil Expo Habitat. Donc, j'ai eu envie de l'inviter pour qu'on parle ensemble de ça, du territoire, de l'harmonie entre le bâti, la nature, de l'urbanisme ou l'absence d'urbanisme. Alors, on va parler de ça ensemble aujourd'hui. On va aussi avoir des petits extraits de poèmes pour illustrer tout ça. Donc, Marie-Hélène, merci beaucoup. Merci à toi. J'étais impatiente de te voir enfin. On s'est parlé un peu, on s'est lu, on s'est échangé des textes, mais c'est ça. En vrai, nous y voici enfin. Oui, donc, il y a tellement de choses dont on pourrait parler. J'aimerais d'abord que tu nous dises le recueil Expo Habitat. Moi, je l'ai vu un peu comme un voyage de ton enfance à l'âge adulte, qui est à la fois dans le temps, puis aussi géographique, parce qu'on se déplace sur le territoire. On parle de ton enfance sur la ferme familiale au Bic. Ensuite, j'ai l'impression qu'on grandit avec toi, tu vas un peu plus loin dans le village, dans les environs. Puis ensuite, on te suit dans une espèce de migration vers la ville de Québec. J'ai présumé peut-être pour tes études ou quelque chose comme ça. Puis finalement, il y a un retour à la région. Donc, est-ce que c'est un peu ça? Ça correspond un peu à ton parcours de vie? Oui, c'est tout à fait ça. Puis en fait, j'ai écrit Expo Habitat en me disant que ce serait probablement mon dernier livre. Vu l'énergie que ça demande, je me suis dit, aussi bien me raconter une fois pour toutes, puis ce sera fini. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'il y a une grande dimension autobiographique, mais c'est presque aussi une autobiographie des lieux, c'est-à-dire que le vrai moteur de ce livre-là, c'est l'ennui. L'impression d'habiter l'ennui, d'habiter un lieu insignifiant, un lieu en dehors de la course du monde et de l'histoire, d'habiter en marge des choses, d'habiter en marge du monde. Bien sûr, je revisite ce regard-là, cet ennui initial pour voir comment il m'a bâti, il m'a nourri et comment finalement le rapport qu'on a au lieu est pas mal plus ambivalent que ça. Et c'est probablement dans cet ennui que j'ai forgé mes plus grandes découvertes, mes plus grandes aventures. Donc, je trouvais ça important qu'il y ait toujours ce rapport jamais mythifiant à l'espace. Je suis pas là pour en faire un mythe d'une vie
agricole et rurale parfaite, mais je suis pas là non plus pour dire que ce n'était que du moche et que du fade, finalement. Mais c'est ça, le territoire qu'on habite, c'est ce tiraillement entre la fadeur et puis le plus grand nature aussi. Donc, c'est ça, un mélange des deux, une autobiographie du territoire, on va dire ça comme ça. Alors, tu t'ennuyais quand tu étais petite? Oui, le sentiment d'ennui était le sentiment le plus présent, je pense, dans mon enfance. À tort ou à raison, d'ailleurs. Donc, oui, c'est ça, le sentiment d'ennui a été... c'est ce qu'on disait toujours, on s'ennuie, on n'a rien à faire, c'est plate, il n'y a pas de magasin ici, il n'y a pas d'épicerie, on peut pas aller à l'exposition agricole autant qu'on voudrait parce que c'est dans la grande ville juste à côté. Et donc, j'ai voulu fouiller cet ennui, puis me dire de quoi il était fait, de quoi il était rempli finalement cet ennui. Et puis, je me suis rendu compte que, très ironiquement, on faisait tout sauf s'ennuyer, finalement. Oui, tu pourrais peut-être, si tu es d'accord, nous lire le très beau poème « Épivardage », qui est personnellement un de mes préférés. Je trouve très, très sympathique, justement, par rapport à ce pseudo-ennui. Très bien. Je vais essayer de retrouver la page 21. J'aimerais ça connaître par cœur les numéros de page. Je ne connais pas par cœur. J'aurais l'air en maîtrise des choses, là, mais... oui, donc épivardage, un de mes mots préférés et que j'ai entendu très, très souvent. Hein. C'est un mot très utilisé chez nous. Je ne sais pas dans vos familles, mais c'est ça. Puis il y a plusieurs significations possibles, mais en tout cas, pour nous, les épivardages, hein, c'est des amusements légers et sans conséquences, là, donc une certaine légèreté. Nous, on disait plus s'épivarder. Je me rappelle quand j'étais épivardage, je me rappelle pas de l'avoir entendu, mais je crois que c'est un mot québécois. Hein. J'ai pas l'impression qu'on entend ça dans le français de Faudrait France. Vérifier. Mais moi aussi, je trouve que c'est un très joli mot. Donc, je commence épivardage. C'est pas dépestable, ces bêtes-là. On a joué avec les allumettes, flambé les quenouilles, mis le feu au nid d'hirondelles, cassé les œufs du poulailler, mis des grenouilles dans la moulée, lancé des flèches aux corneilles, construit des pièges à renards, broche à poules, clous rouillés, verres brisés. Enfermer le chat, le chien dans la niche, noyer les sauterelles, griller les araignées, briquet, loupe, danser sur les poussins tendres, bardasser les poules, déplumer les oies, ligoter les veaux, libérer les vaches, effaroucher les bœufs, lance-pierre, carabine à plomb. On a piétiné les plates-bandes, inondé le jardin, les trous de siffleux, scié l'érable, cassé la scie, anéanti la corde de bois, saccagé le hangar, souillé la laiterie, dévasté la vacherie, ravagé le garage. On a lancé la clé du tracteur dans le baril d'huile à moteur. On s'est abreuvé aux vaches, on s'est gavé d'insectes, de fruits, de noix, on a déchiré nos robes légères, on s'est écorché vive dans les framboisiers, on s'est fait des masques de guerre avec du sang de petites fraises, on a jeté nos poupées sur le tas de fumier. On s'ennuyait toujours. Elle avait l'air de s'ennuyer. Ton papa est ici. On pourrait lui demander si tu as vraiment fait tout ce qui est énuméré dans cette liste. Est-ce qu'elle a tout fait ça, Marie? Oui! Il n'a pas vu ça, mais ma femme avait acheté des ouets. Puis des ouets, ça grossit vite, ça va vite. Mais quand il était petite, là, elle puis son frère, il a gouché les ouets. Il le tirait. Les ouets sont venus grosses. Et après, c'est les ouets qui couraient après eux, ceux qui se sauvaient. Là. La vengeance des oies. Oui, c'est ça, oui. La phobie des oies, ça ne m'a jamais lâché depuis 7 ans. Ben, tu l'as un peu cherché quand même. J'ai couru après, oui. Mais j'adore ce poème, puis... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que j'aime, c'est que c'est une vision qui n'est pas du tout, tu l'as dit, idyllique de la ferme. On sent même la dureté. Il y a plusieurs endroits où il est question d'animaux qui meurent ou qui se font écraser, de vaches qui enflent, mortes qui enflent au soleil. J'imagine que c'était des images marquantes pour une petite fille. Moi, c'est drôle parce que j'ai aussi grandi à la campagne, dans les cantons de l'Est, mais moi, d'une famille de gentlemen farmers, c'est-à-dire des intellos hippies de la ville qui ont tout plaqué, puis qui se sont achetés une immense terre avec une ancienne grange et qui avaient des poulets ou des poules pour le plaisir. Mais c'était très doux, très ouaté, disons. Là. On chouchoutait les animaux, tu sais, alors que chez toi, c'est plus une vraie ferme. Donc, et on sent l'espèce de dureté, puis je me demandais à quel point ça a été marquant pour toi un peu de ce que ça implique d'élever des animaux, d'avoir une ferme. Oui, tout à fait. Ben, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que quand j'y repense,
plusieurs des images fortes et marquantes de mon enfance, mettent en scène des animaux, hein, donc notamment cette vache-là qui est décédée, qui est morte chez un voisin agriculteur, et puis qui, au fil des jours, le voisin, je pense qu'il était parti en voyage, en tout cas, sa vache était en train de gonfler au soleil, puis moi, à chaque fois, je passais en vélo dans le champ, puis je la voyais de plus en plus grosse, comme une montgolfière, là, en train de se déployer dans le champ, puis je me disais, mais ça va exploser, il va y avoir des nuées de mouches, puis de sang bientôt, donc c'était très, très, puis j'avais quoi, 8 ou 9 ans, donc c'était très, très marquant. Il y a aussi cette image très forte du cimetière de vaches. Hein. On se disait, bon, on va aller derrière dans la forêt, il paraît qu'il y a un cimetière de vaches. Puis là, on avait trouvé une mâchoire de vache qui datait d'une époque où le MAPAC ne regardait pas trop ces choses-là, je suppose, là, où on enterrait les vaches où on pouvait. Il y a aussi, bien sûr, les naissances. Quand les vaches veilaient, quand il y avait un veau qui arrivait, mon père nous disait, parfois un peu tard le soir, les enfants, venez voir, là, ça s'en vient, il y a un veau qui va naître. Et puis là, on aidait la vache à veiler parce qu'il y avait toujours cette crainte qu'elle paralyse à un moment donné aussi. Là. Parfois, quand ça se présente mal, il faut donner un coup de main aux animaux. Donc là, avec mon père, mon petit frère, de tirer après la patte du veau en l'ayant attaché comme il faut après un manche de râteau là, pour voir naître cette petite bête glissante comme une barre de savon là, qui se fracasse au sol. C'était toujours assez émouvant de voir ça. Puis cette fragilité immédiate avec la vache qui lèche le veau et puis rapidement le veau qui finalement se redresse. Là. Donc, oui, plein d'images assez marquantes de cet imaginaire rural que j'ai connu, moi qui n'est pas du tout lisse. Et il y avait plein de personnages aussi dans notre entourage, hein, des amis pêcheurs, des amis agronomes qui débarquaient à toute heure du jour à la maison, qui ouvraient la porte à la volée et puis qui nous lançaient sur le tapis des rats musqués. Donc là, et puis ma mère qui était horrifiée de voir ces bêtes-là sur son tapis d'entrée, qui après ça avait la bouteille là, de l'isole ou je sais pas quoi parce qu'elle croyait qu'il allait avoir toutes sortes d'insectes et de tiques qui allaient sortir de ces bêtes-là. Là, mais, donc c'est ça, hein, la vie côtoie la mort à la ferme et on le voit beaucoup plus que nous maintenant en ville, là, c'est certain. Là, donc, voir un veau mort, un chat mort écrasé par une vache, sans compter toutes les bêtes de bord de route là, et les odeurs qui viennent avec, c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire à la ferme, ce mélange de la vie, puis ce côtoiement de la vie puis de la mort en même temps. Oui, il y a une image forte dans ton recueil où tu parles d'un chat purulent ou qui a un bobo quelconque, puis tu te dis, pile ou face, est-ce qu'on le soigne ou on l'achève? C'est assez drastique et frappant, j'imagine aussi pour oui, puis ça peut paraître violent, mais c'était vraiment des intentions dénuées de violence. Hein? C'était presque un rapport fonctionnel aux êtres et aux choses. Est-ce que fonctionnel puis rationnel, est-ce qu'il souffre ou il souffre pas? Et est-ce qu'on abrège sa souffrance ou on peut encore leur échapper? J'ai des épisodes comme ça assez marquants où un matin, il y a une chatte qui est arrivée égueulée complètement. Elle avait la mâchoire du bas qui était comme arrachée. Elle s'est prise dans je ne sais quel piège ou je sais pas quoi. Et mon père va chercher sa carabine et dit à ma mère, toi, occupe-toi d'attirer la chatte pour pas qu'elle s'enfuit. Et donc, il y a tout ça qui se passe devant nos yeux, une chatte à la gueule pendant... Bon, ça peut, aujourd'hui, probablement, je sais pas, on prendrait les enfants à part, on dirait rentrer dans la maison, regardez pas ça, mais nous, ça n'existait pas, regardez pas ça. Ça faisait partie de l'ordinaire des choses, là. Donc, des images saisissantes qui, après, quand ça décante, ça devient un beau terreau pour l'imaginaire. Oui, ça donne un beau recueil. Puis, si on suit le recueil ensuite, on te voit te déplacer, on le voit même physiquement, le trajet que tu fais sur la 132, la 20, pour te rendre à Québec, j'imagine peut-être pour tes études. Puis là, on sent une espèce de choc d'arriver en ville. Moi, encore là, je peux me reconnaître, j'ai grandi dans un petit village de même pas 200 habitants, dans cette espèce d'Éden bucolique. Et puis, je suis arrivée à Montréal pour l'université. Puis, il y a ce choc, justement, quand tu viens de la campagne. Puis, il y a vraiment, on dirait vraiment, parce que tu parles que tu t'ennuyais petite, tu disais que tu vivais dans un endroit qui se passait rien, mais finalement, on dirait que la ville, c'est pas beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça important de montrer ce paradoxe d'une enfance constamment tendue vers ce qu'elle croit mieux, la ville, le progrès, la vie culturelle, surtout le foisonnement, les spectacles, la littérature. Bon, j'ai toujours tendu vers ça. Et je viens d'un milieu où, je sais pas, 70-80% des gens de mon âge ont pris la relève ou travaillé dans des domaines connexes à l'agriculture, que ce soit l'agronomie alors que moi, je tendais vraiment vers quelque chose de plus littéraire et culturel. Et là, en arrivant dans la grande ville qui était Québec pour moi, ben finalement, j'en vois aussi les laideurs, j'en vois aussi les paradoxes, j'en vois aussi les ironies, et je vois aussi comment on est capable de se faire semblant d'habiter le plein en étant dans un lieu vide. Et ça me frappe notamment par la manière qu'on a de nommer les lieux. Les résidences pour personnes âgées portent des noms absolument bucoliques qui nous les présentent comme des Édens, des paradis. Et c'est pareil pour les galeries commerciales. Tout d'un coup, ça devient quelque chose de somptueux. Place Fleur de Lys, on s'imagine de toute beauté. Les blocs appartements, les HLM, cité des Mélèzes, mais finalement, c'est la désolation, c'est les îlots de chaleur, c'est les taudis, les logements mal chauffés. Et puis là, je me rends compte que la grande ville, finalement, est trompeuse, est un attrait trompeur. Et puis, encore là, je voulais pas dénigrer ni mythifier, mais juste essayer de montrer qu'est-ce qui se joue comme enjeu dans cet emplacement-là, qui est la ville tant rêvée, tant espérée. Est-ce que tu aimerais nous lire ce poème, justement, au tout début de la section Ville et banlieue, les enfargements, un autre joli mot, s'enfarger? Il y a où tu sais un peu ce que tu viens de nommer. Moi, j'adore ça, toutes les énumérations justement de noms de centres commerciaux, ou peut-être à partir de page 105 jusqu'à... J'aime bien ce petit poème ici. Si tu veux nous lire... 105 à 107. Oui. Allons-y. Maintenant, c'est écrit ville. Les boulevards s'étirent. Les perspectives changent, les choses se multiplient. Centres commerciaux, hôtels, motels, lofts, gîtes, auberges, résidences, manoirs, bed and breakfast, havre urbain, citadelle de souffle, musée d'apesanteur, monument d'hébétude. Nous dormirons dans la nausée des conforts king size. Hôtel Sépia, hôtel Delta, hôtel Pur, classique, universel, olympique, du Nord, du Cap, hôtel Monte Cristo, Cap Diamant, Amérique, Travel Lodge, Grand Times, Clarendon, Lindbergh, Holiday Inn, Best Western, Palace Royal, Port-Royal, Château Frontenac, Confortel, Repotel, Sainte-Anne, Saint-Louis, Saint-Antoine, Notre-Dame, Bonaparte, Duplessis. Nous dormirons dans vos noms de promesses. Le voyageur, la bohème, la victorienne urbaine, le coureur des bois, bonne entente, art de vivre, hospitalité. Nous dormirons dans l'engourdissement de nos draps javelisés. Ici, plus rien ne vêle. Tu as perdu la langue de l'enfance. Elle a glissé hors de toi comme un veau mort-né. C'est très beau. Moi, personnellement, dans la vie, je déteste les boulevards. Je trouve que c'est une aberration. Puis je trouve qu'on dirait que même des villages ou des petites villes qui peuvent avoir parfois un centre assez intact, assez joli. On dirait qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Faut qu'avant d'arriver et en sortant, il y a cette espèce de ceinture de boulevard avec tout ce que tu viens de nommer. Puis moi, il y a comme un effet sur moi, ça me déprime profondément. Puis en te lisant, je me suis dit, OK, je pense que je suis pas toute seule. J'ai l'impression que c'est marquant pour toi aussi, cette espèce de longue suite de lieux vides de sens et sans beauté non plus. Ton recueil parle de Québec, puis je suis allée l'année passée, puis je me rappelle, il y a le bâtiment, l'ancienne Dominion Corset, je pense, qui est une ancienne usine, mais qui est un bâtiment magnifique. Puis on se dit, mais mon Dieu, il y avait moyen de faire des usines jolies. Puis aujourd'hui, bon, qui trouverait une usine belle? Donc, le fait de remplir l'espace comme ça de lieux qui non seulement sont pas beaux, mais qui sont vides de sens, moi, je trouve ça complètement débilitant. Puis j'avais un petit peu l'impression que c'était ton cas aussi en te lisant. Oui, puis une impression d'habiter des lieux aveugles, physiquement, même si c'est extrêmement vitré, finalement, c'est vitré vers quoi? Vers d'autres immeubles vitrés. Donc, c'est une espèce de jeu de miroir où
où on singe, on imite la transparence, hein, puis les grandes vues, mais finalement, grandes vues sur quoi? Ben, sur d'autres immeubles identiques. Puis il y a un aveuglement aussi dans notre rapport au temps, hein, l'impression de ne pas habiter la durée quand on est dans nos villes. On cherche à s'accrocher à des bornes de mémoire, à voir comment cette ville s'est inscrite dans les strates du temps, comment des temps superposés ont pu y cohabiter, puis on voit pas, on voit juste du pareil au même souvent partout. Hein. Finalement, ben, tu sais, Rimouski à Tim Hortons, Trois-Pistoles, comme à Québec, comme partout, comme à Victoriaville, donc c'est une enfilade de lieux semblables. Hein. La procession des Walmart, et avec tout ce qui entoure toujours un Walmart, là, ça devient vraiment un petit village. Hein. Ici, à Rimouski, on appelle ça la cité des achats. Hein. Comme si, oh mon Dieu, ça pouvait devenir un projet collectif que de faire des achats. Donc, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? Quel rapport au temps on leur offre dans des lieux aussi plats, aussi fades, aussi uniformes et aussi interchangeables constamment? J'ai un peu triché parce que j'ai commencé à lire ton essai que tu m'as gentiment envoyé en primeur. Et tu parles de ça, tu viens de parler des enfants, puis je pourrais pas le dire aussi bien que toi dans l'essai, mais tu mentionnes le fait que, mais justement, quel point d'ancrage vont avoir les enfants, parce que à quoi ils peuvent s'identifier, à quoi ils peuvent revenir si, dans le fond, il n'y a aucun lieu significatif, si on a tout rasé puis on recommence à neuf. Tu as toi-même des enfants, donc c'est un peu cette... j'imagine que tu pensais à tes propres enfants puis tu te posais cette question-là sur... Oui, puis ce qui m'inquiète énormément, c'est à quel point tout se perd vite. Si je prends simplement ma vie, pour toutes sortes de raisons, je n'habite plus, bien sûr, la maison de mon enfance. Mon père n'en est plus propriétaire pour 1000 raisons aussi. Donc, c'est de nouvelles vies qui ont pris corps dans notre maison. Mais ce que ça donne, c'est que finalement, mes enfants n'ont jamais vu une vache. De proches n'ont jamais caressé une vache. Pourtant, j'habite quand même une ville de région, là, mais ça n'a jamais à donner On habite en ville, on n'a plus de lien avec aucune ferme. C'est sûr que si j'allais cogner chez un agriculteur, probablement qu'il m'accueillerait, bon, en tout cas, en dehors de la pandémie, là, disons. Mais je me suis dit, tout se perd vite. Donc, tout ce que j'ai vécu, je suis incapable de leur montrer autrement qu'en leur racontant ou en passant de loin en auto puis en disant « ça, c'était ma maison, c'est votre grand-père qui a ramassé toutes les pierres pour le faire avec votre grand-mère », mais ils n'ont plus moyen de s'amuser à faire mal aux oies. Ce qui n'est pas de mauvaise chose pour ça, mais bon, tu sais, cette vie-là, ils n'y ont pas accès. Et j'ai pas de manière de leur restituer précisément quelle ambiance ça pouvait être. Puis je me dis, imagine, donc ça c'est juste pour l'immédiat de ma vie, mais maintenant, mettons ça à grande ampleur, là, tout de l'histoire qu'ils ne pourront pas comprendre et saisir, ni voir, parce que l'histoire ne s'incarne pas dans nos paysages, ou à chaque fois qu'il s'incarne, ben, on le rase, on le démolit. Donc finalement, ben, ça va être les enfants d'un présent perpétuel, je comprends pas. Puis comment on peut espérer aller de l'avant, puis faire un projet ensemble, puis se tricoter des solidarités dans des lieux qui s'en fichent des solidarités. Parce que les espaces qu'on bâtit beaucoup, ben, c'est le contraire des espaces inclusifs. Hein. Les condos, c'est pour ceux qui ont des moyens, là, généralement, puis les centres d'achat aussi. Mais dans quel lieu peut-on bâtir? Peut-on faire communauté? Peut-on tisser nos relations entre nous, puis aussi avec le temps, puis ceux qui nous ont précédés? Il y en a de moins en moins de ces lieux-là, de solidarité, puis d'histoire aussi en même temps. Là. Oui, ça me fait penser, dans ton recueil, il y a une partie super intéressante. Peut-être si tu as envie de nous lire un extrait où tu parles des clôtures, puis en fait, tu parles du confort de chacun c'est comme si on veut se retrancher de plus en plus chez nous, dans nos choses, et qu'on veut surtout pas de contact avec l'extérieur. Donc, on devient de plus en plus confortable dans des espaces clôturés parce qu'on se sent en sécurité. Mais en effet, où est la rencontre avec l'autre dans un espace comme ça? Tout à fait, avec plaisir. Je vais vous lire ça que j'ai intitulé « Barricade », mais je voulais dire avant que mon premier rapport à la clôture, je l'ai vécu comme une grande violence. Parce qu'on habitait en campagne, dans les rangs, les seules clôtures qu'il y avait, c'était pour empêcher le bétail de s'enfuir, mais c'était pas des clôtures pour dire aux voisins « c'est chez moi », c'était vraiment des clôtures utilitaires. Mais un jour, quelqu'un a aménagé 2 maisons plus loin que nous, et puis la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a installé des immenses clôtures. Puis même un portail, là, une barrière à l'entrée de sa maison. Et puis, le champ qui était autour de sa maison, il l'a replanté en arbre.
Donc là, ben, tout doucement, ça a poussé, et ça l'a complètement isolé de la vue des autres. Et là, pour rire, on s'est mis à l'appeler Alcatraz. Hein. Donc là, c'était Monsieur Alcatraz. Il n'y avait pas de nom. C'était Alcatraz. Puis moi, je l'ai vécu comme une violence. Je me suis dit, mais qui est-il pour se soustraire à nous? Pour soustraire cet espace-là à l'espace collectif qui est le rang, tu sais, puis il y avait des solidarités, il y avait des fêtes d'agriculteurs, les voisins, on s'invitait, les enfants, on avait le droit de circuler à peu près partout avec nos bicyclettes, avec les quads, peu importe, mais là, quelqu'un nous dit, cette portion d'espace vous est interdite. Première violence. Oui, puis s'il est en plein milieu de tout le rang, il coupe en deux. Puis c'est drôle ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai grandi sur mon rang. Puis des fois, je repense, je regarde tous les lieux où j'allais jouer, puis je me dis, mais on était toujours chez le voisin. Dans le fond, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'il y avait une érablière tout près de chez nous, mais c'était pas à nous. Mais j'ai passé mon enfance à boire à même les seaux sans jamais pogner de feu sauvage. C'est assez miraculeux. Donc, l'érablière, où il y a même un autre petit boisé, où je me rappelle avec mon frère, on faisait un sentier de vélo. Puis là, je repense, je fais, mais c'est vraiment le boisé du voisin, tu sais. Mais jamais personne nous a dit, va pas là, ou parce qu'il y a comme un. Je sais pas, c'est juste des enfants qui jouent dans le bois, c'est pas grave, mais ouais, il y a cette liberté-là d'aller un peu partout, puis tandis que là, de plus en plus qu'on encadre tout ça avec des clôtures, effectivement, c'est violent. Oui, c'est ça, l'impression de la propriété. Hein? Ça appartient à quelqu'un, ça n'existait pas. Et puis là, un jour, première violence, la propriété existe, il y a des lieux qui nous sont interdits, il y a des lieux que des gens nous interdisent. Donc, Barricade est un peu inspiré de ça, et je questionne notre rapport aux clôtures et à notre désir absolu d'intimité perpétuelle. Nous serons bientôt seuls derrière nos clôtures Frost. Nous serons protégés des regards, derrière nos façades et nos treillis stylisés, nos vignes sauvages et nos plantes grimpantes. Nous serons à l'abri du monde derrière nos haies de cèdre et nos clôtures en composite. Nous serons protégés des yeux inquisiteurs derrière nos plantations denses. Nous serons enfin seuls, reclus derrière nos grillages et nos murets, et nous respirerons enfin, encerclés par nos hordes de graminées. Notre paysagement sera infiniment protecteur. Notre paysagement sera intime ou ne sera pas. Bientôt, nous exulterons de bonheur et savourerons notre intimité bien méritée derrière nos paravents en bois traité. Nous contemplerons nos glycines et élaborerons patiemment de vastes murs végétalisés. Nous soupirerons d'aise devant notre lierre de Boston, nos physiocarpes, devant nos lilas, nos aubépines, nos amélanchiers, nos cerisiers et nos haricots d'Espagne. Bientôt, nous serons heureux et nous rêverons de dômes inviolables, de vitres blindées et de murs anti-bruit, et nous serons si formidablement anonymes, dissimulés derrière nos haies de Thuya occidentalis et derrière nos hydrangées grimpantes, que rien ne résistera plus à notre bonheur. Bientôt, nous aurons l'ombre et la quiétude, et les clématites et les chèvrefeuilles formeront notre dernier refuge. Bientôt, nous serons seuls, et la nuit, derrière nos façades, nous rêverons de clôtures en acier émaillé, de barrières en aluminium, de grilles en fer forgé, de murets de briques d'auvent démesurées et de palissades ornées de jardinières. Bientôt, nous nous barricaderons derrière nos façades, reclus dans nos jardins de rêve, cernés de PVC. Bientôt, nous ferons le plein d'intimité. Nous serons remplis d'intimité. Nous serons gorgés d'intimité, loin des autres et de leurs regards. Bientôt, nous cadastrerons notre intimité. Bientôt, notre intimité sera entière, inviolable, galvanisée, totale. C'est limpide. C'est ça, il y a c'est drôle parce que dans le fond, il y a ce fractionnement de l'espace, que tout le monde se prend son petit carré. Puis c'est un peu, quand on pense à l'environnement aussi, parce que tout à l'heure, tu me disais qu'avec ton essai sur le patrimoine, à un moment donné, tu as eu une crise de légitimité parce que tu t'es dit, mon Dieu, c'est la catastrophe climatique, l'humanité est en danger, est-ce que j'ai raison de m'intéresser au patrimoine? Moi, je pense que c'est lié. Puis, entre autres, quelque chose que je trouve, c'est que c'est comme si l'être humain prend de plus en plus de place parce qu'on a des voitures qui nous permettent d'habiter à 40 km de notre lieu de travail et donc de couvrir cette distance-là. Et tout le monde veut sa cour, tout le monde veut son espace. Et donc, on en prend de plus en plus d'espace. Puis, je trouve que c'est un peu c'est présent dans ton recueil, cette question-là. Puis comme tu dis, l'égalité aussi, parce que les gens qui ont les moyens peuvent, oui, acheter la grande maison avec la grande cour, mais pendant ce temps-là, les autres se retrouvent dans des espaces de moins en moins hospitaliers
dans les villes. Tout à fait. Tu résumes très bien ce qui fait partie de mes angoisses et de mes obsessions des dernières années. Et puis beaucoup de questions non résolues encore sur comment mieux faire, comment arrêter la machine aussi, là, comment... il y a quelque chose qui marque toujours quand je prenais l'avion pour aller voir notamment la belle famille en France. Quand on revient au Québec, c'est que tout le monde a sa piscine. Oui. Vue du ciel, on dit, mais quelle horreur, quelle aberration. Et pourtant, il y a des superbes piscines gratuites municipales, là, super accessibles, mais tout le monde veut son trou d'eau à lui, tout le monde. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de singer? À quel imaginaire on souscrit? C'est quoi notre idéal de vie collectivement? Et puis dans l'essai que je suis en train d'écrire, tu as peut-être eu l'occasion de lire à quel point j'en ai contre les néo-manoirs aussi, là, les méga-maisons, Monster House, mais je me dis, mais quelle crise identitaire de vouloir se montrer aux autres comme des châtelains. Qu'est-ce qu'on essaie de prouver, là? Puis souvent, c'est fait avec des matériaux de qualité discutables, qui dans 30 ans vont s'effriter complètement. Ah, même avant. Même avant, je suis généreuse, là. Donc, il y a tout ça aussi. Habiter le monde, qu'est-ce que ça signifie de ce qu'on est, de ce que l'on projette, de ce qu'on veut être et de ce qu'on se confisque aussi, là, comme société. Ben je m'excuse, je te fais lire beaucoup, mais dans ton recueil, il y a une partie où tu parles des matériaux, puis je trouve ça fascinant, parce que tu fais beaucoup d'énumération de toutes sortes, mais ça montre un peu l'absurdité de la chose. Puis en ce moment, on se parle dans une maison d'environ 1880, toute en bois, et on remarquait tantôt qu'elle est très bien conservée et qu'elle a nécessité peu de restauration, tandis qu'aujourd'hui, on peut se construire des énormes manoirs, mais moi, ça me fascine. J'ai appris qu'une toiture en bardeau d'asphalte, ça dure à peu près 10 ans, en plus d'être extrêmement polluant, de venir du pétrole. Moi, je viens de ce qu'on appelle le pays de l'ardoise, c'est-à-dire dans les cantons de l'Est, il y avait 2 carrières d'ardoise, donc dans mon village, il y a beaucoup de maisons avec des toitures en ardoise, puis ça dure à peu près pour toujours. Comparativement aujourd'hui, des matériaux qui sont faits pour durer seulement quelques années, pour qu'on doive les remplacer, puis là, on pourrait rentrer dans l'obsolescence programmée avec tous nos appareils électroniques. C'est quand même hallucinant, cette logique-là de construire pour que ça ne dure pas. Je pense que nos ancêtres seraient probablement en train de se retourner dans leur tombe. Puis je trouve aussi, il y a la question même de l'accès à la richesse. On sait que collectivement, les Québécois, on a été très pauvres. Puis on a réussi à en sortir, même s'il y a encore beaucoup de pauvreté, mais il y a quelque chose où je me dis, mais des fois, c'est pas toujours pour le mieux, parce que si je pense à ma grand-mère à 19 ans, elle aurait jamais eu les moyens d'avoir sa propre voiture. Mais aujourd'hui, tout le monde à 16, 17, 18 ans ont déjà une auto, donc tout le monde a sa piscine, tout le monde, on ne partage plus beaucoup de choses et tout est individuel, mais en même temps, à quel prix pour la planète. Puis je pense que tu peux te rassurer en disant que ton essai a un sens, parce que tu parles aussi de choses qui durent. Quelque chose qui dure, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de remplacer, donc qui est écologique. Tout à fait. Oui, donc tu notes à raison qu'il y a beaucoup d'énumération dans mon recueil. J'ai voulu un recueil très péréquien. Je me suis dit, je vais me gâter. C'est mon premier livre. Et c'est ton dernier aussi. Et mon dernier aussi. C'est ça, je me l'étais promis. Puis bon, c'est ça. Je tiens pas les promesses envers moi, en tout cas. Mais c'est ça, j'ai voulu ce recueil très péréquien. C'est comme un peu un petit hommage. Donc, puis Pérec était fou des inventaires. Et puis, il y a quelque chose de grisant dans les inventaires qui comporte une large part d'invention aussi. Et puis, il y a quelque chose probablement d'une grande naïveté. C'est comme croire qu'on peut arriver à épuiser le monde, à le nommer sans rien oublier, jusqu'à son dernier grain. Bien sûr que c'est un leurre, l'espèce de fantasme de totalité, mais il y avait ça aussi dans cette envie de dire le territoire. J'avais envie d'un recueil généreux, d'où la grande présence aussi de listes et d'inventaires. Donc, je voulais un extrait de Maison Témoin qui parle beaucoup des matériaux avec lesquels on se bâtit. Il faudrait dire nos maisons fausses. Et dans ces maisons fausses, dire le gyproc et le clabord et les bardeaux d'asphalte, les mousses, les isolants thermiques, les watts de cellulose, les laines de verre et les isolants acoustiques.
Et il faudrait dire « j'habite ». Et cet habiter se profilerait au creux de nos maisons fausses, s'érigerait à même leurs matériaux. Il faudrait dire exactement « j'habite les doubles vitrages, les pare-vapeurs, les conduits, les gaines et les matériaux composites. J'habite les ossatures et les charpentes, j'habite les panneaux de bois agglomérés, les réduits, les cloisons, les renforts, les thermoplastiques, les parpaings, les carrelages, le granulat, les fils et les gouttières. » Il faudrait dire précisément « j'habite les interrupteurs et les fusibles et les adaptateurs et les madriers et les purificateurs et les tôles et les amplificateurs et les zincs et les régulateurs et les cuivres et les câblages et les tuiles ignifuges. » Il faudrait dire nos maisons fausses et leur halètement et leur crépitement et leur grésillement inaudible de maisons fausses. Il faudrait dire nos maisons fausses et leur chant d'acouphènes confortable à l'oreille des banlieues. Nos maisons fausses, c'est comme terriblement triste et beau, mais je pense que tu nommes bien, puis tu finis en parlant des banlieues, mais moi, j'aimerais quand même dire que, bon, oui, on peut beaucoup parler des banlieues, mais il y a aussi beaucoup de petites villes de province, qui sont pas mieux si on pense à l'ensemble du Québec. Puis moi, un de mes questionnements aussi dans ma pièce de théâtre, c'est je trouve qu'on a un territoire exceptionnel. On est ici en Gaspésie. Partout ailleurs, il y a plein d'endroits très beaux au Québec, mais on dirait qu'on n'a aucune gêne à le massacrer, que ce soit avec des projets qui exploitent les ressources naturelles ou avec juste des constructions complètement inadaptées à l'endroit. Donc, il y a cet aspect-là d'harmonie entre ce qu'on construit et ce qui existe déjà. Dans ton recueil, tu reviens finalement dans ta région d'origine. J'imagine que c'est aussi un peu le même... ça suit ta propre vie, donc j'imagine que tu as fini par quitter Québec et tu es revenu. Puis c'était comment pour toi de revenir ici une fois adulte, de te réinstaller? Je pense que je suis revenue avec un regard neuf, finalement. C'est une petite échappée de 8 ans là, pour faire ma maîtrise et mon doctorat. J'y suis revenue avec une certaine angoisse, mais pas pour des raisons territoriales. C'est que je suis partie quelques mois après le décès de ma mère, et puis, tu sais, ça m'a fait du bien comme coupure. Mais en y revenant, j'avais peur de revenir à mes fantômes. Hein. Je me suis dit, bon, maintenant, ces lieux sont hantés par elle et par, bon, la tristesse, évidemment, de son départ et tout ça. Mais finalement, je suis revenue dans une grande simplicité, oui, et sérénité surtout, puis finalement, avec un apaisement. Oui, c'est ça, avec un regard nettoyé et neuf sur tout ce que j'avais vécu ici. Et puis, ben, c'est là que ça a pu s'enclencher, l'espèce de travail rétrospectif de réflexion, surtout sur cette enfance agricole. Et puis, quelque chose de très important que j'aime bien redire, c'est que donc, cette ferme que j'ai voulu quitter toute mon enfance parce que je m'y ennuyais, parce que je m'identifiais pas à la vie agricole, mais pendant que je faisais mon doctorat à l'Université Laval, un hiver, la ferme a brûlé au complet. Une nuit de tempête, défaillance électrique, et puis avec les grands vents, ça a beaucoup alimenté les flammes. Donc là, je me dis, mais mon Dieu, et on voit dans le recueil comment, enfant, même, je rêvais que le champ brûle, je rêvais que la ferme disparaisse, parce que moi, ben, c'est les lieux qui me confisquaient mon père, qui était très, très occupé par le travail, puis qui nous confisquait aussi la possibilité d'aller faire des fins de semaine à Québec, dans les manèges aux galeries de la capitale, comme tous mes amis. C'est sûr que la ferme, c'est contraignant, puis un peu emprisonnant de ce point de vue-là. Mais là, un coup que la ferme disparaît, c'est très ironique. Donc, tout ce que j'ai souhaité arrive au moment où je veux plus que ça s'efface, au moment où j'ai besoin d'y revenir puis de re-questionner, mais là, tout ce que je peux faire, c'est en quelque sorte utiliser ma mémoire comme boîte noire de ce lieu qui est disparu, qui est parti en flammes. Et ce recueil-là, donc, on dit que c'est très autobiographique, mais c'est aussi le tombeau de cet espace, de ce premier lieu de l'enfance auquel j'aurai plus jamais accès, qui n'existe plus. Donc, il y a cette dimension-là importante avec le retour qui a suivi immédiatement donc l'incendie. Je me suis dit, OK, là, je dois faire un chantier d'écriture pour collectionner les images, les scènes saisissantes, les images fortes de ce lieu-là pour pas oublier et puis pour aussi transmettre à mes enfants. Puisque c'est ça, il n'y a que mes récits, il n'y a que mes histoires, celles de mon père, celles de ma grand-mère, qui peuvent permettre aux enfants de comprendre un peu d'où est-ce qu'on vient maintenant. Oui, il y a le devoir de mémoire, je trouve, de transmission, mais c'est aussi un peu, pour moi, je vois ça un peu comme une lutte.
On dit que l'écriture, c'est l'arme des impuissants. Donc, on peut pas faire grand-chose, mais on peut écrire à la fois pour témoigner de ces lieux-là, pour protester contre leur disparition, pour raconter ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu, je pense que c'est ce que tu fais aussi dans ton recueil, puis dans ton essai qui va sortir bientôt. Tu parles aussi il y a de très beaux passages dans ton essai qui dit que tu parles de la cathédrale de Rimouski qui tombe en ruine, un peu dans l'indifférence générale, et tu dis, ben ce lieu-là, moi, je veux pas qu'il disparaisse parce que c'est le lieu où j'ai accompagné le cercueil de ma mère. C'est très, très poignant comme raison. Puis, mais je pense que plein de gens sont dans des situations comme ça, que des lieux comme ça vont tomber. Puis, en ramenant ça à quelque chose de très personnel, mais on comprend, c'est comme la somme de toutes nos petites histoires personnelles sont quelque chose de très, très important. Puis, c'est pour ça aussi qu'on veut protéger ces lieux-là. Moi, ça m'a beaucoup touchée là, dans ton essai. Puis je pense que c'est ça, on peut appliquer ça à plein de lieux. Tout à fait. Et puis en écrivant cet essai, qui finalement, c'est les mêmes obsessions que dans Expo Habitat. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à réécrire le même livre de différentes manières, hein, parce qu'on est toujours habité par 3 ou 4 images élémentaires qui nous hantent. Hein, puis on joue avec ces images-là. Mais pour écrire mon essai, je suis allée avec mon père, qui est toujours mon accompagnateur dans mes projets littéraires. Ça l'intéresse. Puis il m'encourage beaucoup là-dedans. Mais donc, j'ai voulu visiter les villages détruits et abandonnés et les villages effacés, surtout en Gaspésie, dans tout ce mouvement là, dans les années 60-70, où là, on s'est rendu compte des échecs de la colonisation, puis qu'il y a des gentils technocrates qui ont dit « fermons ces villages-là, c'est pas assez rentable ». Donc, on est parti sur les traces, notamment de Saint-Nil, pas très loin de Matane, pour voir qu'est-ce qui reste de ces villages disparus. Puis, on était perdus dans des espèces de chemins de terre. Il y avait que des pancartes chasseurs à l'affût, attention, plus de traces de village. Puis là, on était sur le bord d'abandonner, mais on voit une femme qui est dans un petit coin de clairière en train de faucher les foins, là, de tondre un peu. On s'arrête, on dit « Excusez-nous, on cherche le village de Saint-Nil ». Elle dit « Ben, vous y êtes, là, les fondations de l'église sont à un petit kilomètre d'ici. » Et finalement, en jasant avec la dame, elle nous apprend qu'elle est archiviste à Gatineau pour Bibliothèque et Archives Canada. Et puis qu'elle a grandi dans ce village disparu et puis qu'elle se souvient de l'expropriation quand elle avait 14 ans. Elle se souvient des enfants qui dansaient sur les fondations des maisons qui avaient été incendiées après le... Donc, elle a ces images-là. Et puis cette femme revient chaque été, 2-3 jours, camper, pas très loin de son lieu natal. Là. Elle a réussi à racheter un petit bout de terrain à un voisin, mais c'est que de la forêt. Il n'y a rien d'autre que ça. Et puis j'ai trouvé son histoire bouleversante, puis je me suis dit, mais quelle histoire! Et puis elle est devenue archiviste, finalement. Cette femme qui s'est faite confisquer l'image même de son village natal. Et puis là, on a roulé un peu 1 kilomètre plus loin avec mon père. Sur les fondations de l'église, il y a des caravanes. Il y a comme des gens qui viennent camper, veiller sur le lieu de leur enfance qui n'existe plus. Il y a un cimetière un peu effondré, là, où même les tombes, la terre a été renfoncée. Probablement que les cercueils ont pourri, puis la terre s'est renfoncée. Donc, c'est d'une tristesse ahurissante de voir ça. Et je me dis que ces gens-là ont vécu la même violence que moi, qui voit la cathédrale où j'ai accompagné le cercueil de ma mère, là, qui va peut-être disparaître finalement. Mais ces gens-là, ils se sont fait confisquer le paysage de leur enfance. C'est une violence incroyable. Tout ça pour des considérations économiques. Là, donc, oui, dans mon texte, dans la pièce que j'écris, je parle de mon école primaire aussi, qui était un splendide bâtiment. Il y avait 2 bâtiments, mais le plus beau de 1929, et où j'ai plein de souvenirs, parce que dans ce bâtiment-là, à l'époque, on le réservait juste pour les 6e années. C'était comme pour faire une transition vers le secondaire. Alors nous, on était les rois du monde là-dedans. On avait le bâtiment, nous, tout seuls. Puis finalement, à un moment donné, il nous dit, tout d'un coup, la commission scolaire essaye de s'en départir, puis personne ne veut acheter. Puis ça n'a pas été entretenu, puis on les démolit, puis encore là, pour recommencer à neuf. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir, peut-être un développement résidentiel en plein cœur de la ville. Puis moi, c'est mon école primaire, puis à chaque fois que je passe devant cet énorme trou, ça me fait un trou, moi aussi, dans le cœur. Mais c'est comme ça, à répétition, avec tout le monde, on se fait arracher ces lieux-là, puis souvent pour aucune raison valable, comme dans le cas de ce village. C'est absurde.
en quoi un village doit être rentable. C'est ridicule. Puis on prend des décisions, comme des gens prennent des décisions complètement absurdes, puis décident d'effacer des bouts de la vie d'autres personnes. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que c'est correct de faire ça? Puis qu'est-ce qui va arriver si on continue à faire ça partout? Donc, je trouve que c'est des questions que je vois que tu explores dans ton essai, mais aussi dans ton recueil de poésie qui est vraiment splendide. Peut-être, si tu veux, pour terminer, on pourrait lire un poème. Il y a un poème, à un moment donné, où je me posais la question parce que tu parles d'accoucher sur le boulevard Wilfrid Hamel. Donc, je sais pas si c'est presque vrai ou plus une métaphore ou je sais pas, est-ce que tu te rendais à l'hôpital ou c'est seulement une métaphore, mais il y a quelque chose de très très beau parce que dans le fond tu dis que tu veux pas accoucher là parce que c'est tellement quelconque comme lieu, c'est tellement un lieu vide de sens que pour un événement aussi important que donner la vie. Donc moi je le trouve très 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 fort ce poème, donc on pourrait peut-être terminer avec ça. Je dois dire donc que j'ai triché avec la réalité pour ça, mais pas tout à fait, parce que oui, un matin en fait, je suis une accoucheuse relax, faut le dire. Ah! Une accoucheuse pas stressée. Hein. Je me dis que j'ai le temps dans la vie. Là. Et c'est pas parce que ça fait très mal que ça va sortir tout de suite, cette petite chose. Mais ce matin-là, j'ai été un peu trop relax. J'ai passé la nuit chez moi tranquille. Je savais que j'allais devoir éventuellement me rendre à la maison de naissance de Limoilou, mais coolos, hein? Puis peut-être que ça vient de mon rapport agricole à la vie ici. Hein? J'ai l'habitude de voir les vaches veiller relax. Et donc, c'est ça, ce matin-là, je me suis dit, là, ça y est, j'ai trop tardé et je vais accoucher sur le boulevard Hamel. C'était un matin de grande congestion, un matin de mars, là, à l'heure de pointe, et ça avançait pas vite. Puis je me suis dit, c'est ça qui va arriver. Je vais accoucher sur le boulevard Hamel et c'est tout ce qui m'a traversé la tête à ce moment-là. Bon, en réalité, j'ai réussi à me rendre à la maison de naissance de Limoilou. J'ai accouché 20 minutes plus tard. Il était malgré tout le temps, là, c'est ça, on a été sauvés par 2-3 feux verts finalement. Mais donc, c'est ce que ça relate un peu. Et c'est très drôle parce qu'il y a 2 semaines de ça, il y a Anaïs Barbeau-Lavalette qui est venue au thé littéraire des Jardins de Métis. Et notamment, dans ce qu'elle lisait, elle racontait son propre accouchement dans le parking d'un couche-tard. Eh mon Dieu! Donc, et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Mais bien sûr, elle, ça devient extraordinaire. Une histoire extraordinaire qui transcende la banalité des lieux. Mais bon, on est un peu là-dedans aussi. Là. Donc, boulevard Wilfrid Hamel. Un matin de mars, tu as accouché sur le boulevard. Tu te souviens, les eaux débordent et ça pousse et le boulevard s'éternise à l'heure de pointe. Tu revois le matin blanc et les motels de givre qui se surprennent de ta présence, qui se surprennent de toi qui perds tes os sur ce boulevard d'élancement. Tu revois les douleurs vertigineuses, il ne faut pas que ça sorte, les mouvements d'écluse reprennent sur le boulevard trop long, le boulevard des sommeils sans repos, le boulevard des nudités tristes, le boulevard des dévorations creuses, le boulevard des maisons témoins et des promesses d'occasion. Et toi, tu penses non, pas encore, pas ici. Et ton bassin s'écarte toujours un peu plus. Contraction. Ça s'entasse sur le boulevard et tout ton corps s'impatiente, ton ventre traversé de billes, draves et halles et ça avance et les cageux rament encore dans la procession des Honda, des Mazda, des Toyota, des pick-up au slogan de haine. Tu lis « Toutes des folles », tu lis « Écœuré de payer » et tu avances sur le boulevard des rêves morts. Contraction. Tu habites les vagues, les douleurs, les ressacs, les Saguenay lancinants et tu penses que c'est insensé. Non, il ne faut pas que ça sorte. Il ne faut pas que ça naisse sur le boulevard des révélations impossibles. Il ne faut pas que ça naisse sur le boulevard des usures et des pitiés approximatives. Tu avances sur le boulevard qui élance et ça brûle et tu penses que ça naîtra sur une balafre de goudron. Ça finira bien par naître sur ce boulevard symptôme de toutes les grâces enterrées. Contraction. Tu accouches dans un mauvais décor de film, tu croises des rues au nom parfait, Pélan, Flaubert, Foucault, mais toi tu accouches sur un boulevard de récits avortés, un boulevard d'abattement, un boulevard d'attente sans images et d'expiation creuse. Tu ressens les dernières fatigues, les vertiges définitifs, les nausées magnifiques sur le boulevard des démolitions.
Juste au creux de toi, ça s'ouvre en canyon des portes de l'enfer. Juste là, une petite chose, une petite bête ou peut-être un petit Joe Montferrand trace sa route et ton corps abandonne et les digues cèdent et ta main ne retient plus rien entre tes jambes. Ta main colmate et ordonne une dernière fois à ton ventre d'empêcher les pitounes et les castors et les saumons d'émerger et qui sortent malgré tout dans un déluge d'eau parfaitement neuve. Un jour, tu as accouché sur le boulevard des Draves formidable. Merci, quelle belle conclusion. Merci d'être venu nous voir à Métis-sur-Mer. Merci, une belle résidence d'écriture à toi. Je suis impatiente de lire la suite. Ben, merci beaucoup. Nous, on est impatients de lire ton essai, donc elle apparaît en novembre. Aux environs de. T'es une accoucheuse de relax, tu viens de nous dire. Alors, ça sortira quand ça sortira. Dans le temps comme dans le temps. Alors, chez Luxe, l'habitude des ruines. Oui, c'est ça, exact. Très beau titre. Puis il y a aussi ton recueil Expo Habitat, paru chez La Peuplade en 2018. Donc, merci beaucoup et bonne écriture. Merci.